Bonsoir à tous, bienvenue à ce 19h15 à la une de l'actualité ce soir. La ministre de la Solidarité nationale appelle à la coordination des efforts pour renforcer les droits de l'enfant. Projet de loi des finances 2016, l'État facilite l'accès au foncier pour les opérateurs économiques en vue de booster l'investissement. Notre modèle économique a-t-il atteint ses limites? Le chef de la division économique du CNES, Mohamed Bekalem, le pense et affirme que nous serons en déficit budgétaire à la fin de l'année. International, Jean-Louis Bourlot estime que le grand phénomène migratoire issu de la région subsaharienne est le résultat du manque de développement des énergies dans le continent africain. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu le président de la République arabe sahraoui démocratique, Mohamed Abdelaziz, secrétaire général du Front Polisario. L'audience s'est déroulée en présence du ministre d'État, directeur de cabinet à la présidence de la République, Ahmed Ouyahia, du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtan Lamamra, du vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, et du ministre des Affaires maghrébines de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Msahl. La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Mounia Mslem, a souligné l'importance de la coordination des efforts entre les différents secteurs pour renforcer les droits de l'enfant. Compte rendu de Abdelhak Bouatoura. Un programme d'action coordonné entre les différents secteurs a été arrêté pour promouvoir et renforcer les droits de l'enfant, a précisé Mme Mslem lors d'une rencontre organisée à la radio nationale. L'Algérie a signé toutes les conventions internationales portant sur la protection et la promotion des droits de l'enfant, a-t-elle rappelé, soulignant l'importance des campagnes de sensibilisation en matière de lutte contre toutes les formes de violence contre les enfants, notamment le phénomène des enlèvements. La ministre a annoncé le lancement prochain de programmes de sensibilisation par son département en coordination avec les ministères des Affaires religieuses et de l'Éducation nationale. Évoquant le guide relatif aux droits de l'enfant élaboré par le ministère de la Solidarité nationale en coordination avec le bureau d'Alger du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, Mme Mslem a fait savoir que ce document couvrait différents aspects liés aux droits de cette catégorie de la société, notamment ceux relatifs à la santé, à l'éducation et aux loisirs. Le guide sera distribué à travers l'ensemble des établissements éducatifs afin de connaître aux enfants leurs droits, a-t-elle précisé. La présidente du Croissant Rouge algérien, Saïda Benhabiles, a réitéré aux responsables sahraouis la position constante de l'Algérie à l'égard de la justesse de la cause sahraoui, tout en saluant les acquis enregistrés récemment. Abdelhak Bouatoura nous en parle. Dans un point de presse à l'issue de sa rencontre avec le président du Conseil national sahraoui, Khatri Addouh, Mme Benhabiles a salué les acquis enregistrés récemment par la question sahraoui à travers la position de la Fédération internationale de la Croix et du Croissant Rouge, dont un représentant a visité dernièrement les camps des réfugiés sahraouis, une première depuis 40 ans. Cet acquis, a-t-elle relevé, a été obtenu grâce aux efforts déployés par le Croissant Rouge algérien et ses appels répétés sur la scène internationale pour faire entendre la voix du peuple sahraoui à travers le monde et qui ont donné lieu à l'envoi par la Fédération internationale d'aide humanitaire pour une valeur de 225 000 francs suisses. L'acquis n'est pas tant dans le soutien financier que dans l'acquis politique obtenu à travers l'action humanitaire, a affirmé la présidente du Croissant Rouge algérien. Concernant le 4e congrès du Front Polisario prévu à la mi-décembre, il constituera une étape pour confirmer et renforcer la résistance et la détermination à poursuivre la lutte pour l'autodétermination et l'indépendance totale. Les pouvoirs publics comptent faciliter davantage l'accès au foncier pour les opérateurs économiques, notamment celui destiné à la construction de projets d'investissement à travers l'introduction de nouvelles dispositions dans le projet de loi de finances 2016. Le point avec Neriman Rezgan. Les opérateurs privés pourront créer, aménager et gérer des zones d'activité ou des zones industrielles à travers le territoire national, à condition qu'elles ne soient pas sur des terrains agricoles. Mais la création et l'aménagement de ces zones, ajoutent les concepteurs de ce projet de loi, doit se faire sur la base d'études préalables et tenant compte des besoins en relation avec la politique d'aménagement du territoire. Lors de son intervention à la dernière réunion de la tripartite, le Premier ministre Abdelmalek Sellal avait assuré que ce problème du foncier serait définitivement résolu
d'ici 6 mois. À cette même occasion, le ministre de l'Industrie et des Mines Abdeslam Bouchouareb avait annoncé la libération durant octobre des 31 parcs industriels sur les 49 inscrits à travers le territoire national. Sur un autre plan, la loi de finances 2016 indique que les terrains relevant du domaine privé de l'État, destinés à la réalisation de projets d'investissement à caractère touristique, font l'objet d'une concession convertible en cession, conformément à un cahier des charges, à condition de la réalisation effective du projet constaté par un certificat de conformité. Par ailleurs, dans le cadre de soutien à l'investissement, l'article 58 de la loi de finances 2016 note que les financements nécessaires à la réalisation des investissements étrangers, directs ou en partenariat à l'exception de la constitution du capital, sont mis en place en règle générale par recours au financement local. Toujours dans le même sujet, les préoccupations des membres de l'Assemblée populaire nationale ont été axées lors de l'examen dimanche du projet de loi de finances 2016 sur les augmentations prévues des prix de certains produits, la révision des politiques actuelles de soutien et le dégel des projets stratégiques. Certains députés ont ainsi émis des réserves quant aux mesures prévues par le projet de loi concernant la hausse du prix de la vignette automobile, l'augmentation des prix du carburant, du gaz et d'électricité, estimant que les arguments du gouvernement ne sont pas objectifs. Économie, le chef de la division économique du Conseil national économique et social CNES, Mohamed Bekalem, a présenté ce matin sur les ondes de la radio algérienne les principaux points du rapport de conjoncture qui sera présenté aujourd'hui à la presse, déclarant que notre modèle économique a atteint ses limites. Sujet de Abdelhak Bouatoura. Commentant la situation économique résultant de la baisse drastique des recettes pétrolières, il considère que le pays n'est pas à l'abri d'une situation de crise mettant en cause le modèle économique actuel qu'il appelle à changer. Pour appréhender cette situation, le CNES préconise 3 types de mesures. Il s'agit, précise-t-il, de mesures à court terme qui ont vocation à figurer dans le projet de loi de finances et appuyées par des changements du système économique à moyen et long terme, dans un sens de diversification de la production, de celle des exportations et de durabilité économique. Du contenu de ce rapport, M. Bekalem indique qu'il confirme la situation de déficit commercial, de celle de la balance des paiements et du fait que nous serons en déficit budgétaire à la fin de l'année en raison de l'effritement des réserves de change, 160 milliards de dollars. Il observe en outre que le fonds de régulation des recettes que nous avons mis tant d'années à constituer a été grignoté de près du tiers au premier semestre de 2015. Revenons aux réserves de change détenues par l'Algérie, il préconise de mieux les utiliser pour amorcer le virage vers un modèle de croissance vertueux, plus diversifié et plus durable, d'autant, ajoute-t-il, qu'il y a peu d'espoir de voir les cours du brut rebondir substantiellement. Pour appuyer ces dires, il considère que le modèle de croissance actuel n'est plus soutenable et qu'il faut donc le changer. Le fait de satisfaire les besoins nationaux à plus de 70% par l'importation n'est plus soutenable, d'autant relève-t-il que ce sont ceux qui possèdent le plus de moyens qui en bénéficient le plus. Santé à présent, le ministre du secteur Abdelmalek Boudiaf a mis en exergue l'importance de la sensibilisation quant à la nécessité de développer l'hospitalisation à domicile afin d'alléger la pression sur les établissements hospitaliers et garantir la bonne prise en charge des malades. Neriman Rizgan. En marge d'une journée d'études sur l'hospitalisation à domicile, M. Boudiaf a indiqué que ce mode d'hospitalisation permettra de garantir une bonne prise en charge du malade et d'alléger la pression sur les hôpitaux, appelant à la sensibilisation quant à l'importance de son développement. L'hospitalisation à domicile, a relevé le ministre, n'est pas encore tolérée du fait que c'est un nouveau mode de soins qui nécessite une sensibilisation au sein des médecins et des familles. وخلق مناصب جديدة عند الخواص لا بد من أعطائهم هذه الفرصة لا بد من تقنينها ولا بد من المتابعة الدقيقة نتاعها باش ما تخرجش عن الإطار نتاعها والنقطة الأساسية في كل هذا هو إضافة إلى تحقيق ما نسميه وما نصب إليه الصحة الجوارية نخلي المستشفى يقوم بالواجب نتاعو يعني نفرغ المستشفيات من هذا الضغط. بالنسبه للشيميوثيرابي نخبركم باشروا الاسبوع هذا اول عمليه شيميوثيرابي في البيت. العمليه تمت عندها 2 أو 3.
Le ministre a souligné que tous les établissements hospitaliers, à l'exception de ceux de la wilaya d'Elizi, disposaient d'unités spécialisées dans l'hospitalisation à domicile, ajoutant qu'une première séance de chimiothérapie a été effectuée la semaine dernière à Alger, au domicile d'un malade atteint d'un cancer, en attendant la généralisation de ce procédé sur l'ensemble des wilayas du pays. Jusqu'à présent, un seul agrément a été octroyé à une clinique privée pour pratiquer l'hospitalisation à domicile, a signalé M. Boudiaf, pour qui le secteur privé nécessitait une codification pour éviter tout problème. La journée d'études spécialisées dans l'hospitalisation à domicile a vu la participation des spécialistes étrangers de France et de Suisse qui ont exposé les expériences de leurs pays respectifs dans ce mode d'hospitalisation qui permet de réduire les coûts des soins. Commerce extérieur, la balance commerciale de l'Algérie a enregistré un déficit de 10,825 milliards de dollars sur les 10 premiers mois de l'année 2015, contre un excédent de 4,29 milliards de dollars à la même période de 2014, indiquent les douanes algériennes. Sur la période janvier-octobre 2015, les exportations ont reculé pour s'établir à 32,11 milliards de dollars, contre 53,28 milliards de dollars sur la même période de comparaison, soit une chute de 39,73%, indique le Centre national de l'informatique et des statistiques des douanes. Les importations ont aussi baissé, mais pas au même rythme, pour se chiffrer à 42,94 milliards de dollars contre 48,99 milliards de dollars, en baisse de 12,35% selon la même source. Les exportations des hydrocarbures se sont réduites en passant à 30,35 milliards de dollars contre 51,22 milliards de dollars, en baisse de 40,74%. Les exportations hors hydrocarbures ont également baissé pour se chiffrer à 1,76 milliard de dollars, précise le CNIS. Les produits hors hydrocarbures exportés sont constitués essentiellement du groupe demi-produits, avec près de 1,44 milliard de dollars, les biens alimentaires avec 207 millions de dollars et les produits bruts avec 87 millions de dollars. Les exportations des biens de consommation non alimentaires, d'une valeur de 9 millions de dollars, ont enregistré une hausse de 12,5%. Pour ce qui concerne les importations, la tendance baissière a marqué les différentes catégories des produits à l'exception des biens d'équipement agricole qui ont augmenté de 5,78% pour atteindre 567 millions de dollars. International, le grand phénomène migratoire essentiellement issu de la région subsaharienne est le résultat du manque de développement des énergies dans le continent africain, a estimé dimanche à Alger le président de la Fondation Énergie pour l'Afrique et ancien ministre français Jean-Louis Borloo. Il considère que l'énergie est un droit et un outil d'accès aux autres droits. Yamina Bahir. L'énergie est un droit fondamental et n'est autre que l'outil d'accès aux autres droits fondamentaux, a souligné M. Borloo lors d'une conférence au siège du ministère des Affaires étrangères. Aujourd'hui, au XXIe siècle, l'énergie est le droit fondamental car c'est elle qui permet l'accès aux autres droits. L'électricité donne l'accès à l'eau, à la santé, à l'éducation, à l'emploi industriel, à l'industrie agroalimentaire, a déclaré le conférencier. La migration subsaharienne consiste la grande angoisse de l'Europe, car elle n'est pas l'objet d'une guerre, mais un mouvement de fond d'un continent, a-t-il constaté, soulignant que le développement des énergies garantit la stabilisation des peuples en quête de confort qui ne veulent pas être déracinés. Ce n'est pas seulement un sujet d'énergie, c'est un sujet politique, humain, un sujet de paix et un projet partagé, a indiqué M. Borloo devant la communauté diplomatique et des hauts fonctionnaires algériens. Toutefois, le président de la Fondation Énergie pour l'Afrique s'est réjoui de l'évolution de la perception des pays africains depuis 2008 à aujourd'hui. L'inquiétude des États africains a radicalement changé. En 2008, l'énergie était un sujet parmi d'autres. Aujourd'hui, c'est la priorité absolue. L'Algérie a été l'un des pays défenseurs de l'idée de développement des énergies dans les pays africains au service du développement de l'énergie durable en Afrique, NEPAD. À l'occasion de cette conférence, la Fondation a présenté son projet qui consiste à réaliser un raccordement à l'électricité de quelques 600 millions d'Africains d'ici à 2025. Syrie, l'armée enregistre une percée sur le terrain et reprend au groupe terroriste Daesh la ville de Mahine. Alerte maximale à Bruxelles, les écoles fermées à cause d'une menace grave et imminente d'attaque terroriste, selon les autorités Iran. Poutine à Téhéran pour la deuxième fois depuis sa première visite en 2007 et rencontre le guide suprême de la révolution Ali Khamenei. Et COP21, l'Inde demandera aux pays riches de s'engager en faveur d'une justice climatique pour les plus pauvres. C'est le monde d'aujourd'hui en bref avec Yamina Bahir. L'armée syrienne du président Bachar al-Assad a repris lundi au groupe terroriste Daesh une ville dans le centre de la Syrie après plus d'une vingtaine de jours de combat selon des médias officiels.
L'armée, en coopération avec les groupes de défense populaire, a pris le contrôle de Mahin et du village de Hawarin, dans le sud-est de la province de Homs. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, a confirmé l'avancée de l'armée syrienne appuyée par des avions et des hélicoptères russes, faisant état de dizaines de morts et de blessés parmi les terroristes. École fermée, métro à l'arrêt, forces de l'ordre mobilisées, Bruxelles vit son 3e jour consécutif d'alerte terroriste maximale. La circulation routière était moins dense et les vélos plus nombreux que d'ordinaire, même si les rues de la capitale de l'Europe, qui compte 1,2 million d'habitants, étaient loin d'être désertes en dépit d'un climat d'anxiété palpable. La menace d'attentat étant toujours sérieuse et imminente, le gouvernement belge a décidé de maintenir le niveau d'alerte à son maximum dans la région bruxelloise et de prolonger la fermeture du métro. Les écoles ont gardé portes closes ce matin, comme les crèches et les universités. Vladimir Poutine, en visite ce lundi à Téhéran, a levé l'interdiction de vente et de livraison de matériel technologique lié au nucléaire, notamment pour les sites nucléaires de Fordo et d'Arak, en conformité avec une résolution de l'ONU sur l'accord nucléaire entre l'Iran et les grandes puissances. Moscou autorise également l'exportation depuis l'Iran d'uranium enrichi d'un volume supérieur à 300 kg, contre le transfert vers l'Iran d'uranium naturel. Vladimir Poutine doit rencontrer le président iranien Hassan Rouhani et le guide suprême de la révolution Ali Khamenei. Des questions internationales urgentes sont à l'ordre du jour. Il s'agit du règlement du conflit en Syrie, du programme nucléaire iranien, de la lutte contre le terrorisme, notamment contre Daesh. L'Inde demandera aux pays riches de s'engager en faveur d'une justice climatique pour les plus pauvres lors de la conférence sur le climat qui s'ouvrira le 30 novembre, a déclaré son ministre de l'Environnement. Prakash Javadekar a demandé aux pays industrialisés de prendre des engagements plus exigeants afin de libérer un espace carbone pour que les pays émergents puissent émettre plus de gaz à effet de serre et maintenir ainsi leur croissance. L'Inde et les pays en développement ont pris plus que leur part de responsabilité et les pays développés ont pris bien moins que leur juste part, bien moins que ce qu'ils peuvent, a conclu Javadekar. Une exposition constituée d'une trentaine d'œuvres rares du plasticien prolifique Lazar Hakkar a été inaugurée en hommage au peintre disparu il y a 2 ans, une exposition intitulée Clin d'œil. Couverture de Abdelhak Bouatoura. Intitulée Clin d'œil, l'exposition coordonnée par Jalaluddin Boukhchel, un proche de l'artiste, comporte des œuvres hétéroclites prêtées par des collectionneurs et des proches de Lazar Hakkar. Avec des portraits sombres, son visage évoluant dans un espace abstrait et toujours entouré de symboles berbères ou de lettres empruntées à l'alphabet Tifina, à l'instar de Jusqu'à l'aube, Chaumière ou encore Crépuscule, plusieurs de ses œuvres exposaient dépeignent les habitants des Aurès dans leur simplicité. Quelques portraits typiques de femmes de cette région, réalisés à l'encre de Chine ou à la sanguine, couleur rouge, terre ou ocre, restituant dans les détails le costume traditionnel jusqu'aux bijoux et aux tatouages traditionnels, ont particulièrement séduit les quelques visiteurs présents à l'exposition. 3 œuvres rares ornent les simèzes du centre Mustafa Keteb, réalisées sur pages de journaux avec des techniques mixtes où se croisent caricatures, symboles et acryliques noirs, accrochent particulièrement le regard des visiteurs par leur originalité. Né le 13 décembre 1945 à Khenchla, Lazar Hakkar a été formé à l'école des Beaux-Arts d'Alger à l'indépendance. À partir de 1972, il expose en Algérie comme à l'étranger. De 1986 à 2006, les œuvres Lazar Hakkar sont régulièrement exposées en Tunisie, en France, en Russie, en Italie ou encore en Bulgarie à la faveur d'événements culturels. Très belles œuvres. On termine avec du sport. L'international algérien du FC Valence, Sofiane Ferrouli, convoité par plusieurs grands clubs à l'approche du mercato hivernal, a réitéré son désir de prolonger l'aventure avec son club actuel. Ces derniers mois, plusieurs grands clubs d'Europe, dont le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, Chelsea et l'Inter Milan, ont manifesté un intérêt pour le natif de Levallois-Perret, alors que lui affirme vouloir rester chez les Chauves-souris. Un choix de carrière qui semble avoir déjà anéanti les espoirs des intéristes de pouvoir engager Ferrouli. Malgré sa volonté de rester à Valence, Ferrouli tarde à recevoir une invitation pour paraffer son nouveau contrat, mais cette situation ne semble pas l'inquiéter outre mesure, considérant qu'il fallait se montrer patient. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.